Le thème de la journée, c'est voix et émotion. La voix humaine, elle a commencé par le cri du nourrisson, de ce nouveau-né qui annonce son arrivée, qui est sa première signature, c'est une empreinte vocale. La voix le singularise dès sa naissance et continuera à le singulariser toute sa vie. Elle lui appartient en propre. C'est ça, il faut faire... C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire tu commences avec un texte médical et petit à petit on passe complètement dans un texte aéroport. Ouais. Mais la voix restait la même. Il faut que je me mette à une série d'idées, sinon j'avais... Oui, tout à fait. Pour moi, la voix est le déchirant majeur de l'audiovisuel. Déchirant esthétique majeur de l'audiovisuel, pour moi. Et c'est avant tout aussi la force essentielle de toute femme et de tout homme. La voix permet l'articulation de la pensée. La voix est un organe de liberté, il faut savoir l'utiliser. Je goûtais en tremblant ce funeste plaisir, et sous un front serein, déguisant mes alarmes. La voix, alors, on peut tout faire à la voix, vous le savez, on peut donc raconter les choses, on peut les décrire, on peut séduire, on peut calmer, on peut s'engueuler éventuellement, mais bref, rendez compte de cette force expressive qu'elle représente, cette qualité, c'est une qualité humaine essentielle. Donc moi je suis très attaché à la voix en général et en direct, et encore plus, si j'ose dire, pour ce qui concerne la gestion de la fabrication de films, où la voix, même si c'est une voix qui n'est pas omniprésente, mais les voix, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est à la fois des moments de parole, c'est des silences. On peut s'arrêter comme ça. En voici un. Le moment où le phoniatre est important, c'est quand on commence à avoir une fatigabilité vocale. Avant d'être dans les grandes pathologies, donc c'est une autre forme de prévention, hein, c'est je souffre, j'ai du mal à récupérer ma voix après des prestations, il faut que j'aille consulter. Là, c'est le moment important. Et dans ce domaine-là, c'est vrai que les spécialistes de la voix sont les personnes les plus adaptées pour répondre à cette demande qui correspond en fait à une démarche, on pourrait dire holistique, hein, une démarche globale de l'analyse du sujet, aussi bien en termes de pathologie que de psychologie, que de mode de vie et que d'activité. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait réellement avec sa voix. Je cherche à analyser la voix pour y détecter de l'émotion, de la fatigue, du stress. Je parle de ça au cours de plusieurs années, hein, parce que les expérimentations ont d'abord débuté sur de l'émotion, puis maintenant sont plutôt centrées sur la fatigue. Ils s'aiment! Par quel charme ont-ils trompé mes yeux? Pour, par exemple, un acteur qui simulerait des émotions, eh bien, on va mesurer une fréquence fondamentale moyenne pour tout un tas de voyelles qu'il prononce au cours du temps, pendant qu'il est en train d'exprimer un texte, par exemple, en simulant une émotion comme le plaisir, l'anxiété, la peur. Et on va constater que l'évolution de cette fréquence fondamentale, au cours du temps, varie. Il y a un contour de cette fréquence fondamentale qu'on appelle la prosodie, et qui va être très très lié à l'intonation, finalement, qu'utilise cet acteur, qui va être très très lié à l'émotion. Ces deux noyaux reçoivent des projections ipsilatérales et contralatérales des afférences périphériques impliquées dans le contrôle neurologique de la déglutition. Effectivement, on n'est pas capable de faire comme le goûteur de vin, je dirais, qui va prendre en aveugle un vin, l'œnologue, et qui va dire ah ben voilà, c'est un château ceci ou un château cela. Ben nous, on n'est pas capable, à partir de notre vin à nous, finalement, le signal qu'on a à l'écran, sur l'écran de l'ordinateur, avec tous les paramètres à la fois simples et compliqués qu'on peut mettre en œuvre, de dire eh ben, ah, ça c'est une voix
qui était une voix prononcée dans un cadre émotionnel particulier, par exemple une voix qui exprimait de la peur, ou qui exprimait de la colère, ou du plaisir. Ah tiens, c'est une voix fatiguée, ou c'est une voix stressée. Ce que paradoxalement, le système auditif est capable de faire. C'est-à-dire quand on connaît quelqu'un, il est vrai que c'est surtout vrai quand on connaît quelqu'un, quand on a une référence. Alors nous, si on y arrivait, ça serait sans doute parce qu'on aurait aussi une comparaison avec la référence, mais le système auditif le fait. Il nous est tous arrivé d'entendre quelqu'un qu'on connaît, de lui dire « ah tiens », ou de nous dire à nous-mêmes « je suis en train de lui parler, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas ». Les orateurs et les philosophes de l'Antiquité connaissaient bien le pouvoir de séduction et de persuasion de la voix. Platon et Aristote, par exemple, disaient que le style vocal suffit à rendre les faits et les arguments crédibles et convaincants, et à infléchir le sens des mots en renforçant ou en diminuant leur effet sémantique. Suave et onctueux, il efface le temps. Bien-être, partage, il porte ses valeurs comme un rêve. Éveil des sens, volupté, séduction. Carte noire, un café nommé désir. Alors, en plus, sur cet extrait, nous avons l'assistance de la musique et du contexte qu'on connaît bien. Hein, c'est une pub pour du café. On connaît bien le schéma dans lequel s'inscrit cette publicité. Et on peut essayer de faire la part des choses, de voir ce qui relève de la caractérisation de la voix, de l'émotion portée par la voix, de la caractéristique du comédien qui fait cette voix, et la caractéristique du traitement. Alors, nous avons une voix qui est extrêmement chargée dans le grave, vraiment artificiellement, c'est-à-dire que si on voulait reproduire dans la réalité cette impression à la fois de grave et de très grande précision du devant des lèvres et des dents, il faudrait que la personne parle à peu près entre 5 et 10 cm de notre oreille. Donc on a cette sensation de proximité. Nous n'avons pas encore d'objets qui nous permettent de disposer de commandes qui soient directement en relation avec la sensation de l'auditeur. Quand je parle justement de cette difficulté aux étudiants, souvent je leur fais part de cette expérience. Je travaillais avec une chanteuse qui me disait « c'est bien, c'était un spectacle sur scène, dans mes retours c'est bien, mais je voudrais que le son soit un peu plus sucré. » Pour l'instant, je vois bien ce qu'elle voulait dire. Elle voulait que ça soit un peu plus moelleux, un peu plus agréable. Puis on a même eu l'occasion de plaisanter. Je lui disais plutôt caramel ou plutôt bonbon acidulé. Non, non, plutôt caramel. Peut-être beurre salé, me disait-elle. Donc c'est-à-dire elle utilisait des mots pour qualifier quel était son désir, ce qu'elle avait envie d'entendre dans son écoute. Et je ne disposais pas d'appareil avec une commande plus sucrée, plus salée. Même plus doux, moins doux, plus dur, plus terne, plus brillant, on ne dispose pas de ces commandes-là. Finalement, on reste des traducteurs, des interprètes de ces grandeurs et de ces paramètres qu'on peut mesurer, mais qui ont une relation tout à fait imprévisible avec l'émotion, en particulier l'émotion qui est ressentie par le spectateur. O rossignol, un po' campa. Donc il y avait 3 médecins phoniatres présents. Elles ont essayé de traiter toutes les 3 des sujets complémentaires mais différents. L'émotion peut gérer des caractéristiques de la voix et que ces caractéristiques, elles peuvent devenir une maladie et devenir totalement indépendantes de l'émotion. Si quelqu'un a une difficulté à parler, l'émotion qu'elle veut faire passer est totalement perturbée et du coup le message en est mal interprété et c'est une perte majeure en termes de communication interindividuelle. Les habitants des régions chaudes, qui sont les nôtres, exposés aux vents violents, qui ont l'habitude de parler plus fort, ces locuteurs dont nous sommes, qui viennent de lieux où la vie sociale se déroule souvent à l'extérieur, sur les places ou dans les rues, ils ont des habitudes vocales très différentes des locuteurs habitués à communiquer dans des lieux fermés. C'est le printemps 1930, et c'est au moment où Marcel Pagnol est l'artiste le plus riche de France. Il triomphe théâtre, la 600e de Topaz, la 350e de Marius, et on lui dit qu'il se passe à Londres quelque chose de phénoménal,
fait que le cinéma parle. Que l'on voit sur l'écran une personne qui parle avec un synchronisme labial, et ni une ni deux, il prend le bateau, il part. Il part à Londres, où il va y rester longtemps. Il va voir et revoir ce film qui s'appelle Broadway Melody de John Beaumont, et voilà ce qu'il dit. J'écoutais parler l'image de Mademoiselle Bessie, j'aime bien cette formule, j'écoutais parler l'image de Mademoiselle Bessie Love. Sa voix enregistrée n'était pas déplaisante, mais quand elle sanglotait, on pensait à un petit chien aboyant dans un tonneau. Pourtant, cette représentation fut pour moi un événement très important. J'allais revoir le film le soir même, puis encore 2 fois le lendemain, le surlendemain, et je rentrais, la tête échauffée de théories et de projets. 1930, Marcel Pagnol n'écrira plus rien jusqu'en 1952. Il ne fera qu'entre 1929 et 1952 que du cinéma. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Hein? Bravo. Je veux tourner un film sur une vraie montagne avec de vrais arbres, dans une vraie ferme et des vrais Mistral. Les cigales font du bruit, ben, j'enregistrerai le bruit de cigales. Et si le Mistral et les cigales font tellement de bruit qu'ils couvrent la voix des acteurs, ça prouvera que le bruit des Mistral et le bruit de cigales sont plus importants que la voix des acteurs. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. J'ai bien aimé aussi c'était Fernandel. On voyait vraiment bien prendre le temps, je n'ai pas calculé le nombre de secondes, de prendre le temps de ressentir le personnage avant d'y mettre une voix. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Ils ont un entraînement, des capacités de contrôle de leur corps qui dépassent la norme. Comme tous les sportifs de haut niveau, même si ça se visualise, hein, ça s'observe de manière différente, ce sont des gens qui ont un apprentissage spécifique et donc ils savent faire des choses à l'extrême sans se faire mal. Ils apprennent, ce sont des techniques plus ou moins organisé en fonction du type d'artiste. Hein. Le lyrique est très codifié, hein, le chant bel canto il est extrêmement codifié. Plus on passe dans la variété, plus on passe dans l'imitation, plus on passe dans le jeu vocal, moins on a de cadres, hein, écrits, voilà, c'est les artistes et ça reste la magie. Mais ils savent faire et voilà. Donc après c'est à eux de se connaître pour connaître leurs limites. Donc par rapport au message qu'on aimerait faire passer, c'est sur les symptômes, hein, sur les souffrances qui ne sont pas encore continues, mais qui ont tendance à devenir de plus en plus fréquentes, ou qui récupèrent de moins en moins, qui prennent plus de temps à récupérer. C'est vraiment le moment où c'est idéal de consulter. C'est idéal de consulter. Hippolyte aime, et je n'en puis douter, ce farouche ennemi qu'on ne pouvait dompter. On va pouvoir assez facilement, avec des résultats relativement probants, caractériser une voix comme étant plus jeune, plus âgée, plus sombre, plus intime. Mais en aucun cas, on va pouvoir se substituer à l'émotion telle qu'elle est délivrée par un comédien. La preuve en est que, pour l'instant, c'est toujours plus rentable de faire appel à un comédien à qui on va demander d'exprimer une émotion particulière, plutôt que de prendre une voix neutre sur laquelle on appliquerait ce traitement-là. Et on est aujourd'hui dans l'impossibilité de modéliser de façon satisfaisante l'émotion produite, et encore moins modéliser de façon satisfaisante l'émotion ressentie par l'auditeur. Alors comment se fait-il qu'en 2010, à l'école, aujourd'hui, on n'enseigne pratiquement jamais, et pas du tout, je vais voir si des gens vont me contredire, le style vocal, ni l'art oratoire. Les élèves s'exercent pour l'essentiel à écrire des textes. Ils apprennent au mieux à réciter un poème par cœur, mais ce qui compte souvent, c'est le par cœur, et non l'interprétation vraie du poème. Tout condamné à